Bonjour, mesdames et messieurs. Ce matin, je vais vous faire de la lecture, parce qu'à la demande justement de l'autorité de la concurrence, on a mené une enquête auprès justement des entreprises, des entrepreneurs, les organisations patronales et professionnelles du territoire pour avoir le ressenti sur les actions de l'autorité de la concurrence depuis les derniers 12 mois. Donc, je vais commencer sur la loi du pays numéro 2014-7 du 14 février 2014, dite loi antitrust. Alors, premier point, l'accueil de la loi antitrust. Les acteurs économiques ont accueilli en 2014 la loi antitrust en fonction de leur vision respective des intérêts de leur secteur. Les acteurs de l'industrie étaient favorables, dans l'esprit, à une réglementation visant à améliorer les règles du jeu sur un marché étroit, l'un des objectifs poursuivis étant alors le contrôle des abus de position dominante et de concentration soulevant les préoccupations de concurrence. Les acteurs du commerce étaient en revanche beaucoup plus réservés au regard de la complexité d'une réglementation jugée par ailleurs intrusive dans les affaires et de ce qu'ils considèrent toujours d'ailleurs comme une atteinte à la liberté d'entreprendre, une forme dangereuse de contrôle de l'économie par des instances politiques concentrant les pouvoirs, génératrices de fermeture d'entreprises, de perte d'emploi et de ralentissement de l'investissement. En ce qui concerne les organisations professionnelles et patronales, eux, ils soutiennent la mise en place de la loi antitrust avec toutefois une réserve sur les seuils de 350 mètres carrés jugés particulièrement bas. Des retours étaient notamment attendus sur les statistiques de production pour savoir si les seuils de concentration n'entravaient pas, in fine, le développement des affaires. Elles ont par ailleurs accueilli très favorablement l'adoption en 2014 de la loi du pays entérinant la création de la CNC, autorité administrative indépendante, pour garantir aux entreprises une équité concurrentielle et veiller au respect des bonnes pratiques commerciales. D'une manière générale, les organisations et la Chambre de commerce et d'industrie se sont fortement impliquées à l'époque dans les travaux relatifs à l'élaboration de la loi antitrust. Deuxième point, évoquer la perception de la mise en œuvre depuis mars 2018 de la loi antitrust par la CNC à la place des services du gouvernement. Le secteur commerce salue la neutralité de la CNC dans le débat, son rôle d'arbitre indépendant, quelques allègements dans la procédure, la qualité des études et des rapports, ainsi que l'équilibre des décisions, nonobstant les difficultés traversées par ses ressortissants. Ce changement lui paraissait indispensable afin de prévenir d'éventuels conflits d'intérêts entre élus politiques et acteurs économiques, et un bilan très positif pour cette première année d'exercice a été émis. Les acteurs de l'industrie sont, pour leur part, plus réservés et pointent une utilisation jugée outrancière des réseaux sociaux pour instruire à charge contre le secteur industriel qui leur semble être un sujet de préoccupation à part entière pour la CNC. Concernant la mission préventive, il ne constate pas de modification notoire du cadre de la loi sur les procédures liées au contrôle des opérations. Les dossiers continuent d'être instruits, la CNC ayant à cœur d'opérer dans les meilleurs délais. S'agissant de la mission répressive, la première année d'activité, la CNC n'a pas donné lieu à des décisions de ce volet. Et quant à la mission consultative propre à la CNC, à partir de mars 2018, le constat est celui d'une place conséquente dans cette première année d'activité. Les organisations relèvent, parmi les changements notables, la communication effectuée par la CNC et la qualité des travaux réalisés, comme la capacité du gouvernement à ne suivre que très partiellement les recommandations de la CNC délivrées en toute objectivité et indépendance. Depuis la prise en main par la CNC des missions relatives aux concentrations, elle considère que les procédures ont gagné en efficacité et surtout en transparence, avec la publication de l'ensemble des demandes déposées et des avis rendus.
Alors, sur la création de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, le premier point, c'était l'accueil de l'entrée en fonction de la CNC en mars 2018. Et je vous rappelle dans tout cela qu'on a fait une synthèse des réponses de l'enquête qui a été faite auprès de toutes ces organisations. Les acteurs économiques dans leur ensemble ont accueilli favorablement, voire très favorablement, l'entrée en fonction il y a un an de la CNC, donc ils connaissent sans exception la nature consultative, préventive et répressive des missions. Selon le secteur industriel, la CNC contribuera à améliorer à la fois les règles du jeu économique et l'équilibre des relations entre les acteurs parties prenantes. Le secteur commerce apprécie le caractère indépendant de l'institution face au pouvoir politique dans l'instruction des dossiers, la compétence des membres de la CNC, la qualité des avis et recommandations très détaillées et argumentées, véritable aide à la décision, et un regard neuf sur le fonctionnement de la concurrence en Nouvelle-Calédonie. Selon les organisations patronales, une ACNC indépendante est plus légitime dans la démarche d'étude des dossiers de concentration et autres dispositions liées à la concurrence qu'un service d'instruction du gouvernement. La création d'une autorité dédiée et indépendante garantit notamment l'étude impartiale des cas de distorsion de concurrence, de non-respect de la loi antitrust et de pratiques anticoncurrentielles ou restrictives de concurrence, tout en facilitant globalement le jeu concurrentiel et en protégeant les acteurs économiques des pratiques commerciales douteuses. Alors, quatrième point, l'impact de ces missions sur le développement économique des entreprises. La mission consultative est estimée globalement positive pour le développement économique. Pour le secteur commerce, la concurrence est un sujet relativement nouveau en Nouvelle-Calédonie et les ressources pour écrire les lois dans ce domaine et les faire appliquer sont insuffisantes. L'entrée en fonction de la CNC compense en partie ce besoin avec des avis et recommandations très pointus qui alimentent la prise de décision. La mission consultative est par ailleurs importante pour le commerce de petite et moyenne taille. Selon le secteur industriel, la doctrine de la CNC repose sur le postulat que la concurrence est l'alpha et l'oméga du bien-être de la société et que son application pleine et entière prime sur toute autre considération. La mission consultative est positive dans le sens de l'expertise et de l'éclairage apporté par la CNC sur le volet concurrence, mais négative au regard de l'allongement des délais d'instruction. La Fédération des industries de la Nouvelle-Calédonie, pour sa part, considère que les avis et recommandations de la CNC apportent une expertise aux décideurs calédoniens sur le volet concurrence. Plusieurs ont d'ailleurs été pris en compte et sont venus modifier des projets de texte. Néanmoins, il prévient aux élus de décider de la politique de développement économique souhaitée pour la Nouvelle-Calédonie au regard de leur vision de développement économique et d'un ensemble de paramètres sociaux, institutionnels, politiques, environnementaux, sanitaires, dont la concurrence n'est qu'une composante. La CNC n'a pas vocation ni pour mission de modeler ou décider du modèle économique de la Nouvelle-Calédonie. Les organisations patronales constatent que les pratiques concurrentielles sont étudiées dans le détail suivant une méthodologie rigoureuse avec des avis et recommandations réalisés en toute indépendance et argumentés, même selon la CPME, si on peut regretter qu'à ce jour, la CNC se soit attelée à rendre des avis sur les projets de texte du gouvernement ou du Congrès, plus que sur toute question de respect des règles de concurrence sur les marchés. La mission préventive présente des avantages et des inconvénients pour le développement économique. Pour le secteur commerce, la mission préventive est positive si elle permet une réelle lutte contre les positions dominantes sur un petit marché où il faut composer avec la présence structurelle de monopoles ou duopoles.
Il convient d'être attentif au risque de déviance d'un opérateur qui déploierait les petites surfaces spécialisées pour ne pas être soumis à la loi antitrust. Il y aurait également des améliorations à apporter pour éviter que certains groupes puissent ouvrir des surfaces commerciales inférieures au seuil requis. La mission préventive pourrait toutefois être un frein au développement économique au regard des seuils trop bas pour le commerce de détail et les dossiers trop coûteux. Le secteur industrie note pour sa part des effets indésirables liés à la loi et non pas à la CNC, du volet préventif qui nécessiterait des ajustements ou précisions. Par exemple, la question des seuils qui ne sont pas adaptés à la taille du marché calédonien, la lourdeur des dossiers et des procédures pour des sociétés de taille moyenne et un périmètre d'action à préciser. Cette mission est toutefois positive si elle ne prive pas la Calédonie du savoir-faire de nouveaux entrants potentiels. Selon les organisations patronales, la CNC peut être interrogée en amont de la réalisation d'opérations dans un rôle de conseil aux entreprises. Sur les dossiers instruits, son indépendance permet de restituer des avis en toute objectivité, suivant les critères connus, liés à la préservation de la concurrence et de l'intérêt des consommateurs. Il n'en demeure pas moins que le gouvernement peut faire valoir le caractère de l'intérêt économique global des opérations ou des textes réglementaires pour déroger aux recommandations émises par la CNC. La mission répressive est, sur le principe, estimée globalement positive pour le développement économique. Le secteur commerce estime qu'il est nécessaire de préserver une concurrence en protégeant les acteurs les plus petits et les plus faibles et qu'une réponse immédiate doit être apportée à toute tentative d'abus. On note toutefois une certaine frilosité d'entreprises qui n'osent pas encore saisir la CNC sur les pratiques restrictives ou abusives dont elles font l'objet de peu de représailles, ce qu'on a déjà entendu ce matin. Selon le secteur d'industrie, il est difficile pour le moment de mesurer des impacts réels de cette mission, la CNC n'ayant pas encore traité de dossier sur le volet répressif. Et pour les organisations patronales, permettre de sanctionner les mauvaises pratiques va dans le sens de l'efficacité et de la portée des avis et recommandations. La CNC n'a toutefois pas encore pris la pleine mesure de cette mission, ces actions étant concentrées à ce jour sur la production d'avis relatifs à des saisines du gouvernement ou du Congrès. Cinquième point, les attentes initiales vis-à-vis de la CNC. Pour le secteur commerce, une expertise, une indépendance de la CNC vis-à-vis des lobbies économiques et du gouvernement, une faculté d'adaptation au contexte de petits marchés de la Nouvelle-Calédonie, une capacité à faire bouger les choses à partir d'analyses objectives et de recommandations tenant compte des réalités économiques et sociales. In fine, un outil d'accompagnement et d'aide à la bonne décision pour les élus comme pour les institutions et les entreprises. Pour le secteur industrie, une indépendance avérée, indispensable au maintien des équilibres économiques, une prise en compte des particularités d'un tissu économique contraint par la petitesse de son marché, un contrôle des situations de marché sur lesquelles les opérateurs abusent de leur position dominante. Les attentes des organisations patronales de la part de la CNC étaient et restent fortes. Produire des avis sur les textes ou projets, réglementation économique, taxation, régulation des marchés, mettant en jeu le développement des entreprises calédoniennes et modifiant par conséquent les règles du jeu économique et fiscal, ouvrer en faveur de la concurrence au regard des dispositions réglementaires applicables en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire œuvrer dans le champ du contrôle a priori des projets de concentration et de reprise d'entreprise et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles ou restrictives de concurrence pour éviter notamment les abus de position dominante. L'indépendance de la CNC qui lui permet d'émettre ses avis et recommandations sans supporter la pression des entreprises ou du gouvernement est également une excellente chose pour l'ensemble des parties.
Sixième point, les actions de la CNC qui ont marqué les acteurs économiques. Les acteurs économiques, tous secteurs confondus, s'accordent à l'unanimité sur la haute technicité des avis et recommandations émis par l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie. Côté commerce, les avis sur l'organisation de la filière fruits et légumes et sur l'avant-projet de loi du pays portant régulation du marché ont particulièrement marqué les esprits, sachant que la production est appréciée dans sa globalité pour l'éclairage différent et de haut niveau apporté de manière indépendante sur le fonctionnement de la concurrence et de l'économie en Nouvelle-Calédonie. La qualité de la communication de la CNC est également soulignée. Côté industrie, on déplore la communication auprès du grand public qui, sous couvert d'une plus grande transparence, ne parvient pas à poser sereinement les débats et laisse les uns et les autres manipuler les avis à des fins nuisibles. Par ailleurs, la publication par la CNC d'une bande dessinée sur les protections de marché en Nouvelle-Calédonie a fait vivement réagir. La FINC, qui l'a perçue et vécue comme humiliante, insultante et méprisante à l'égard du secteur de la production locale. La CPME, qui perçoit une publication politique en dehors des prérogatives de la CNC et de ses missions d'avis préalables à un projet de texte, qui symbolise une ACNC plus attachée à partager des avis politiques qu'à œuvrer en faveur du respect des règles en vigueur. Dans la délicatesse, au regard du contexte calédonien, de l'exercice de la recommandation sur la modernisation de la réglementation relative aux protections de marché en Nouvelle-Calédonie, le MEDEF considère que la CNC a prouvé sa faculté à traiter techniquement ce dossier, laissant aux politiques les choix d'intérêt général liés au progrès économique. Septième point. La perception de la prise en considération par le gouvernement des avis et recommandations rendus par la CNC au cours de sa première année d'exercice. Alors, les acteurs du commerce constatent avec regret l'absence d'écoute et de considération des avis et recommandations de la CNC, associés à des délais d'instruction beaucoup trop courts. Les politiques ont mis en place une ACNC pour ne surtout jamais en suivre les avis et recommandations, entre guillemets. La perception générale est que le gouvernement fait fi des avis au motif que cela ne va pas dans le sens de sa politique économique et commerciale. Le secteur industrie considère que les avis et recommandations de la CNC n'ont pas à être placés sur une piédestal par rapport aux avis et recommandations des autres organismes censés en émettre. De même, le gouvernement n'a pas à se plier systématiquement à ces avis. Les organisations patronales sont partagées. Le MEDEF n'a pas l'impression pour le moment que le gouvernement suive réellement les recommandations de la CNC, du moins en matière de réglementation économique, réglementation des prix et des marges, par exemple, ou encore de régulation de marché, octroi de protection quantitative sur lesquels la CNC avait délivré un avis défavorable. La CPME considère la CNC comme une entité indépendante consultative dont les avis constituent une manne importante de préconisations et recommandations, mais ne font pas force de loi. La rédaction et l'adoption d'un projet de loi du pays ou de délibération relève du pouvoir législatif, c'est-à-dire du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, composé de conseillers élus. Il lui semble toutefois que les préconisations ont été plutôt bien prises en considération par le gouvernement ou le Congrès, dans la limite des équilibres politiques nécessaires à une majorité au Congrès. Et puis finalement, point 8, les attentes pour les années à venir. Le secteur commerce souhaite davantage de saisines de la CNC pour couvrir tous les domaines sensibles. Que la CNC continue sa veille, mettre en lumière des dysfonctionnements concurrentiels qui sont un frein à l'intérêt économique général de la Nouvelle-Calédonie et opère sa mission répressive. Qu'une culture de la CNC se développe pour pérenniser l'institution au-delà des hommes, caractérisée par son indépendance, son expertise et le contrôle par défaut face à la réglementation administrative.
que la CNC puisse jouer pleinement son rôle et que ses avis et recommandations soient considérés dans les décisions prises par le pouvoir. Et enfin, que la CNC soit un véritable outil d'aide et de soutien dans l'élaboration des lois du pays et des réglementations économiques, mais aussi de soutien aux entreprises dans le projet de développement ou dans les difficultés rencontrées. Le secteur industrie souhaite un peu plus de discrétion et de neutralité, le contrôle et la sanction des abus de position dominante et de concentration soulevant les préoccupations de concurrence, l'examen ainsi qu'un avis et des recommandations sur le fonctionnement des marchés d'importation et de distribution des produits de grande consommation en Nouvelle-Calédonie, dans l'esprit de l'avis demandé à l'autorité métropolitaine de la concurrence sur le fonctionnement des marchés d'importation et de distribution des produits de grande consommation en Outre-mer. Et enfin, les organisations patronales souhaitent que la CNC poursuive ses différentes missions avec le professionnalisme, la technicité et l'énergie déployées dans cette première année d'exercice. Pour la CPME en particulier, que la CNC œuvre davantage dans le contrôle et la sanction à l'encontre des pratiques anticoncurrentielles ou des pratiques restrictives de concurrence, qu'elle se fasse davantage connaître pour ses actions en faveur du respect des règles applicables en Nouvelle-Calédonie en la matière et dans sa lutte contre les abus de position dominante que pour ses avis relatifs à des orientations politiques. Et voilà la fin justement de cette étude qui a été faite par la Chambre avec la grande coopération, comme je vous ai dit, des organisations professionnelles et les entreprises de la Calédonie. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jennifer. Tony Dupré, donc pour l'intersyndicale Vichères. Merci beaucoup. Oui, mesdames, messieurs, bonjour. Oui. L'intersyndicale Vichères est toute légitime pour être présente aujourd'hui. Je tiens à le rappeler parce que il y a un historique là-dessus qui a été évoqué ce matin, un historique institutionnel, politique. Il y a aussi un historique où un groupe de syndicats a fait en sorte de bousculer les choses en 2012. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont présents. Tout part d'un constat de vie chère, partagé par l'ensemble des consommateurs, des citoyens. On se rend compte en 2009-2010 que malgré des négociations, des hausses de salaire ou de primes, obtenues notamment par les fonctionnaires en 2009, ensuite, au cours de négociations avec le président Philippe Gomez sur l'augmentation des revenus des bas salaires, 15% sur 3 ans, ça augmente les salaires. Mais d'un côté, on nous dit que les prix, eux, ils augmentent en même temps. Dans le constat est là, il est cruel. C'est de dire que les salaires augmentent, mais les prix ne baissent pas. C'est un cercle vicieux. Et c'est là qu'on se dit que les choses doivent évoluer. Et il faut rendre grâce à une personne qui est absente aujourd'hui, c'est M. Didier Guénan, secrétaire général de l'USWINC. Car c'est l'USWINC, en 2011, qui vient nous chercher, nous les autres syndicats, qui vient fédérer, pour dire, il y en a assez maintenant, il faut vraiment qu'on sorte de notre périmètre habituel de défense salariée pour aller vers cette thématique vie chère, qui pourtant n'est pas notre périmètre de prédilection. Pour nous, clairement, il y avait faillite des politiques en général, et il fallait vraiment donc prendre le taureau par les cornes. Et pour cela, donc, nous travaillons sur une plateforme commune que nous soumettons à la population par le biais d'une grève, une manifestation monstre, générale, en 2012. 40 000 personnes sur l'ensemble du pays. Imaginez les Gilets jaunes, ils étaient 51 000 l'année dernière, le week-end dernier, en métropole. Donc, fort de cette légitimité, nous retournons donc vers nos élus, par choix vers le Congrès, tous les groupes politiques du Congrès, pour négocier et signer des accords économiques. Et bien entendu,
dans ces accords économiques apparaisse le manque de concurrence. Il est clair. Parce que la petite intersyndicale que nous étions a bien entendu fait appel à des expertises, des études. Et à chaque fois, cela apparaissait. Manque de concurrence. Loi antitrust. Donc en 2012, quand nous négocions et signons les accords, nous mettons en tête de liste donc, cette loi antitrust accompagnée de son gendarme, c'est-à-dire une autorité indépendante de la concurrence. Les choses n'ont pas été faciles pour autant, puisqu'en 2013, il a fallu repasser par une grève générale, 11 jours de grève générale, ponctuée sous la tutelle de l'État, par le haut-commissaire de l'époque, un jour de fête des mères, par un protocole de fin de sortie, où là encore on rappelle qu'il faut absolument qu'on traite ce dossier d'Icher, qu'on mette en place une fiscalité plus juste, et surtout qu'on mette en place, une fois pour toutes, cette loi antitrust et cette autorité de la concurrence. Les choses avancent, puisque cela après est consigné dans l'agenda partagé de 2014, et enfin donc cette loi antitrust est votée, et après toutes ces difficultés, l'autorité indépendante de la concurrence se met en place. Je tenais un peu à le rappeler parce que je pense que c'était pas oublié, mais il faut le dire. Il faut le dire, le rôle majeur qu'a joué l'intersyndicale d'Icher dans la mise en place de cette autorité indépendante de la concurrence. Donc ensuite, les relations avec cette autorité, bien entendu, nous, elles sont bonnes. Dès le début, la présidente donc, nous a conviés à discuter, à échanger. On a été amené aussi à échanger sur des dossiers majeurs, comme la mise en place de la TGC, les progressions de marché. Donc, je veux dire, le rôle est là, nous on participe, il n'y a aucun souci. Ce qu'on note par contre dans le bilan des actions, c'est qu'on aimerait après qu'au-delà de ces recommandations, des avis d'expertise judicieux qui soient plus suivis. Des exemples concrets, le riz par exemple. Quand l'autorité nous dit qu'il faut libérer le quota d'importation sur le riz, elle a raison, on ne voit pas quel obstacle fait qu'aujourd'hui encore, on ne peut pas importer du riz. Le deuxième cas, c'est le rapport édifiant sur l'essence et le gasoil, où ils ont raison. Il existe toujours un numerus clausus, où donc trois pétroliers donc se partagent le gâteau, mais en fixant un prix maximum. La loi prévoit donc un prix minimum et un prix maximum, de trouver un prix, mais c'est tout le temps le prix maximum. Donc là aussi, je pense qu'il y a des choses qu'il faut tenir compte. Nous, on dit qu'il y a des choses qui doivent être faites. On arrive dans une période cruciale, là, en termes d'élection. Donc, une nouvelle majorité sortira des urnes. Et on espère donc que ces avis, ces recommandations seront plus suivies. Idem pour la TGC. Là aussi. Les productions de marché. Je vais vous éviter l'épisode des yaourts. Mais il est clair que cette autorité indépendante, on l'a tous voulu. Politique, consommateurs, syndicats. Donc maintenant, il faut non seulement les écouter, bien sûr après il n'a pas intérêt aux politiques de prendre la décision finale, mais il y a des décisions quand même qui tombent sous le bon sens. Alors, sur la suite maintenant, on espère là aussi que le rapport avec le politique, parce que ce n'est pas le monde des bisounours, on a pu se rendre compte, nous, on va s'améliorer. On entend ici et là, quelque part, que ça peut gêner aussi. Ah oui, une autorité indépendante, autonome, ce n'est pas toujours compatible avec politique, ça c'est clair. Donc on me dit, oui, mais il faut laisser le temps à Aurélie et à son équipe de se mettre un peu aux us et coutumes du pays. Non, moi je crois qu'au contraire, Aurélie, elle a bien compris les choses. Elle a bien compris comment ça fonctionnait l'économie dans ce pays. Elle a même trop bien compris pour certains. Donc là aussi, c'est l'inverse. C'est maintenant aux politiques de s'adapter. C'est à lui de dire, les choses, c'est plus comme avant maintenant. Ah, c'est pas facile, c'est sûr. Donc nous, on attend là aussi. On attend vraiment une réaction à ce niveau-là.
qu'une fois pour toutes, cette autorité soit considérée à sa juste valeur, qu'elle soit écoutée, qu'elle soit entendue. Il faudra aussi la renforcer, dans un contexte budgétaire pas toujours évident, c'est sûr, mais il faudra la renforcer. Voilà un peu ce qu'on attend pour... je ne vais pas m'étendre plus longtemps, mais nous, on sera attentifs parce qu'il y a des échéances pour nous qui sont importantes en termes d'économie. C'est octobre 2019. Elle concerne la TGC, avec la fin de la réglementation des prix. Et là, nous, on est inquiets, nous. On ne sait pas ce qui va arriver après. Là, pour l'instant, il faut le reconnaître. Sur certains produits, les prix ont baissé, même bien baissé. Parce qu'il y a un contrôle des marchés des prix. Donc, et là, forcément, l'autorité aura un rôle à jouer aussi. Donc voilà, en gros, c'est on la renforce, on les écoute, on travaille avec. Voilà, je vous remercie. Merci, pas facile de prendre la parole après un orateur passionné. Donc je représente UFC Que Choisir de Nouvelle-Calédonie. Je remercie tout le monde de la possibilité de nous laisser nous exprimer lors de ce colloque. Et je voudrais préciser que ça a été préparé avec Madame Laurenzin, qui est présente dans la salle, qui est la présidente de l'association, et également avec une intervention qui avait été faite par le président de la fédération UFC Que Choisir de Métropole, la fédération, Monsieur Alain Bazot, lors d'une réflexion qui a été conduite en janvier 2018 et qui s'intitulait « Pour une réforme du droit de la concurrence ». Alors tout d'abord, notre association a toujours soutenu la mise en place d'une autorité indépendante pour garantir qu'une concurrence saine et loyale entre opérateurs économiques soit possible et qu'elle existe. Si elle est faussée volontairement par les différents acteurs économiques, producteurs, importateurs, distributeurs, pour privilégier principalement leur profit, elle n'apporte pas aux consommateurs ce qu'il est en droit d'attendre et ce que lui promet la théorie économique, à savoir choix, qualité et prix juste. Pour autant, on s'est aperçu que comprendre et manier les outils de droit de la concurrence n'est pas une chose facile pour une association de consommateurs. Alors, d'une part, parce qu'il y a une difficulté réelle à comprendre le droit, et pour deux raisons. D'abord, en termes de lisibilité. Alors, je rappelle que nous dépendons depuis maintenant bien longtemps que des textes consolidés du droit soient disponibles, du droit applicable en Nouvelle-Calédonie, soient disponibles. En termes de compréhension ensuite, on a un certain nombre de questions. Quel est précisément le champ d'action de l'autorité? Par exemple, est-ce que les banques, quand il s'agit des frais et commissions, sont dans son champ d'action? Quelles sont les différences entre concurrence déloyale et pratiques anticoncurrentielles, sans parler des relations qui peuvent être déséquilibrées entre fournisseurs et distributeurs? Plus spécifiquement, quelles sont les dispositions du Code du commerce version métropolitaine et particulièrement l'action de groupe qui s'applique en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que notre association est habilitée à en engager une? Quel est le délai de prescription? Quelles sont les sanctions pénales qui peuvent être prises? Et quel préjudice peut être réparé? Alors d'autre part, pourquoi c'est difficile à manier, le droit de la concurrence? Parce qu'il faut aussi, pour engager une action auprès de l'autorité, et là je fais référence aux pratiques anticoncurrentielles, il faut avoir un minimum de preuves. Alors nous avons abordé avec l'autorité différents sujets, la grande distribution, la filière fruits et légumes, mais ces sujets faisaient déjà l'objet d'une grande attention de sa part. Et nous l'avons saisi sur les services publics, et plus particulièrement sur l'eau et l'assainissement. En effet, dans ce cas précis, on avait des éléments intéressants à lui soumettre qui permettaient de faire une saisine. Moi, je rappelle que les services publics sont pour les ménages des dépenses contraintes, eau, assainissement, électricité, ordures, et pour lesquels le choix est inexistant, qui sont des services dont on ne peut pas se passer et qui représentent une part non négligeable et souvent difficilement compressible dans les dépenses des ménages. D'autres problématiques vont certainement être abordées par nous, par d'autres, les pièces détachées automobiles, les médicaments, les frais et commissions bancaires, s'il s'avère qu'ils sont effectivement dans son champ d'action, ou l'éventuelle atteinte à la concurrence qui pourrait être posée par des accords interprofessionnels qui, par ailleurs, sont prévus par les textes. Alors, je ne vais pas commenter les différents avis qui ont été rendus par l'autorité. Elle a écrit noir sur blanc ce que beaucoup supposaient ou soupçonnaient. Pour l'instant, il est un peu tôt pour en tirer les conséquences. On verra. Je voudrais ici vous aborder la question de la réparation du préjudice subi par le consommateur quand des pratiques anticoncurrentielles sont reconnues par l'autorité. Alors, comme il est déjà un petit peu tard, je vais faire bref. Les augmentations moyennes de prix
quand il y a cartel, sont de l'ordre de 20%. La durée de vie d'un cartel, ce qui a été observé, c'est 6 à 7 ans quand ils se font prendre. Quand ils ne se font pas prendre, c'est plus long. Et la probabilité de se faire prendre, le chiffre qui est le plus souvent retenu par les chercheurs, c'est 15%, qui est relativement faible. Ce qui veut dire que pour les sanctions, si elles devaient être vraiment dissuasives, il faudrait qu'elles soient au moins 6 fois le gain illicite. Autant dire que la sanction aujourd'hui, elle est beaucoup plus faible. En Calédonie, on est, si je ne me trompe pas, à 5% du chiffre d'affaires annuel. Il faudrait que ce soit au moins 6 fois supérieur. Donc on appelle vraiment à relever le montant maximal des sanctions de façon à ce qu'elles soient réellement dissuasives. Pour le consommateur, lui ne peut demander réparation qu'à l'issue de la procédure qui est menée par l'autorité et une fois tous les recours épuisés. Alors je vous ai sélectionné un exemple, c'est le cartel des lessives, qui a été conduit pendant 6 ans, de 1997 à 2004, avec une augmentation artificielle des prix des lessives, que tout le monde utilise, j'espère. Une décision rendue en 2011, donc cartel 97-2004, décision 2011. Il me semble que la procédure a été définitivement jugée en 2014, si je ne me trompe pas. Donc question, qui garde ces tickets de caisse sur une durée aussi longue ? Non. Et donc du coup, l'absence ou le peu de preuves, le montant qui peut être assez faible finalement par consommateur, et surtout en Nouvelle-Calédonie, l'absence de possibilité d'action de groupe au civil, ne permettent pas aux consommateurs une réparation minimale du préjudice subi. Donc au final, on a des victimes qui ne pourront faire valoir leur droit à réparation. Je signale par contre qu'en nous portant partie civile lors d'une procédure au pénal du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, nous avons obtenu 1 million de francs de dommages et intérêts en raison d'infractions ayant des conséquences dommageables sur les consommateurs calédoniens. On a donc quelques suggestions à faire. Je crois que c'est le moment. Il y a un certain nombre d'échéances qui approchent. Alors la première, introduire l'action de groupe au civil, alors en l'adaptant au contexte calédonien et pas en faisant une action de groupe qui de fait ne fonctionnera pas. Il semble que l'action de groupe devant la juridiction administrative nous est possible dans certains domaines, mais pas celui de la consommation, ce qui est quand même un peu bizarre. On suggère également d'abonder par une suramende un fonds qui aidera à financer les actions de groupe. Nous souhaitons que soit introduite la possibilité d'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux, comme le préjudice moral. Aujourd'hui, seul le préjudice patrimonial peut être réparé, et je vous ai parlé de la difficulté à faire réparer ce préjudice. Nous souhaitons que l'autorité puisse réaliser l'évaluation du préjudice subi par les victimes. On a une vraie difficulté d'évaluation de ce préjudice. On a l'exemple de la conservation des tickets de caisse, donc c'est une évaluation qui pourrait être faite par l'autorité de la concurrence. On souhaite également ouvrir la possibilité de dommages et intérêts punitifs. Alors, à titre d'exemple, Volkswagen, dans le Dieselgate, a préféré transiger aux États-Unis avec les consommateurs plutôt que de risquer des dommages et intérêts punitifs, alors qu'en Europe, pour l'instant, les consommateurs ne voient rien venir. Et enfin, quand il y a des transactions, ne pas oublier les victimes, qui, elles aussi, ont droit à réparation. Alors, conclusion, l'autorité de la concurrence, elle a 1 an. Elle a fait sa place dans le paysage économique. On espère aujourd'hui, et ça a déjà été dit, que les opérateurs n'hésiteront plus à faire appel à elle en cas de dysfonctionnement du marché et qu'elle sera pour les consommateurs un acteur connu et reconnu qui participe à leur droit d'avoir accès à une variété de produits et de services à des prix compétitifs et avec l'assurance d'une qualité satisfaisante. Merci. Merci beaucoup, merci à tous. Je vais peut-être prendre la parole quelques instants pour revenir sur les remarques ou les questions qui viennent d'être posées, pour que je puisse vous apporter quelques réponses. Et puis après, je vous donnerai la parole si vous avez des éléments à apporter pour éclairer un peu la pratique à l'extérieur, notamment en métropole. Et éventuellement, si vous avez des questions. Donc simplement par rapport aux remarques des secteurs entreprises, en fait, commerce, industrie, organisation professionnelle, je suis assez contente de voir que finalement on a les mêmes perspectives. C'est-à-dire que les priorités 2019 de l'autorité, je pense, rentrent relativement dans ce que Jennifer a mis en évidence tout à l'heure par rapport aux attentes des différents secteurs. Je constate que sur le fond,
les uns et les autres sont relativement satisfaits de la technicité et de la manière dont on procède. Donc là, nous aussi, on est satisfaits et on remercie de ce retour les entreprises. Sur la communication, bon, il y a manifestement une distinction entre le commerce d'un côté et l'industrie de l'autre, liée à cette fameuse bande dessinée qui avait essentiellement une vocation pédagogique. Mais je m'en suis expliqué avec les représentants de l'industrie et on ne souhaitait pas, en tout cas, jeter le discrédit sur eux. Donc c'est le plus important que je souhaitais rappeler ici. Sur la question des seuils, moi, je ne me prononcerai pas. On applique les seuils qui nous sont imposés. Je pense que là, c'est plus une question politique. Toujours est-il qu'effectivement, le Conseil constitutionnel, comme le Conseil d'État, avait reconnu que ce niveau de seuil était proportionné par rapport aux attentes de la loi calédonienne. Sur les délais trop courts, je suis d'accord avec vous, d'autant plus que ça pèse évidemment sur les entreprises. Quand l'autorité dispose d'un délai d'un mois pour donner un avis sur une réglementation des prix ou sur une réglementation quelconque d'ailleurs, ou sur une demande de protection de marché, ça veut dire que le service d'instruction, en fait, il a 15 jours pour travailler, et ça veut dire que les entreprises qui doivent être interrogées, parce que on ne fait pas de politique, on ne fait pas de démagogie, on essaye vraiment de s'appuyer sur les retours terrain parce qu'on n'a pas de connaissance du marché si on n'interroge pas les entreprises. Eh bien, plus les délais sont courts, plus ça pèse évidemment sur les entreprises elles-mêmes, puisqu'on leur laisse du coup une semaine, 10 jours. Et ce n'est pas forcément, évidemment, leur priorité numéro 1 que de répondre aux services d'instruction de l'autorité. Et pourtant, elles sont obligées de le faire. Donc, on a plaidé depuis notre arrivée pour avoir des délais un tout petit peu plus longs sur ces sujets-là, qui pourraient être 2-3 mois. On espère qu'un jour, ça sera pris en considération. Voilà. S'agissant des attentes consommateurs, bon, je constate qu'il y a des fortes attentes, c'est sûr, sur la manière dont l'autorité pourra intervenir pour faire baisser les prix. Alors, je rappelle simplement que l'autorité ne réglemente pas les prix, ne régule pas les prix. Elle est là vraiment pour veiller à ce qu'il y ait une véritable compétition sur les marchés quand le prix est libre sur le marché. Ce n'est pas le cas lorsque les prix sont administrés. Donc notre capacité à intervenir, elle est aussi limitée de ce point de vue-là. Mais effectivement, on fera tout en œuvre pour stimuler la concurrence qui devrait soit améliorer les prix, soit en tout cas améliorer les services ou la qualité des biens qui seront offerts grâce à la compétition entre les entreprises. Quant à l'UFC, alors il y a plusieurs questions qui ont été posées sur la lisibilité du droit et nous on a une action volontariste pour permettre aux entreprises et aux consommateurs de savoir comment le droit, quel est le droit applicable en Nouvelle-Calédonie. On a d'ailleurs publié sur notre site internet la semaine dernière, je crois, une version consolidée du droit applicable du livre 4 du Code de commerce à partir du 1er mars 2019, puisque c'est l'entrée en vigueur aussi de la loi sur les protections de marché. Donc, je vous invite à vous y référer, parce que là, pour le coup, vous avez un texte consolidé sur l'ensemble du livre 4. Sur les banques, l'autorité de la concurrence est compétente pour intervenir en cas d'entente à but de position dominante. Par contre, lorsqu'il s'agit de tarifs réglementés en accord avec le Haut-Saria, là, une fois de plus, on sort du champ de marché concurrentiel avec une fixation du prix par l'offre et la demande. L'action de groupe en Nouvelle-Calédonie, c'est une compétence de la Nouvelle-Calédonie, donc elle n'a pas mis en œuvre, je crois, une action de groupe dans la matière concurrence à ce stade. De toute façon, l'action de groupe en métropole ne fonctionne pas très bien, donc effectivement, il faudrait chercher un modèle peut-être plus opérationnel si un jour on souhaite le mettre en œuvre en Nouvelle-Calédonie. S'agissant des montants de sanctions, ce sur quoi je voudrais insister, mais peut-être que l'autorité métropolitaine aura plus d'expérience. Ce qu'on constate de plus en plus en métropole, c'est que c'est pas tellement la question de la sanction posée par l'autorité qui doit être augmentée ou diminuée, c'est plutôt les conséquences à l'issue d'un contentieux concurrence, c'est-à-dire d'une condamnation par l'autorité de la concurrence de telle ou telle entreprise, qui peut donner lieu ensuite à une action en responsabilité donc pour obtenir des dommages et intérêts au civil. Et c'est dans ce cadre-là, je pense que le montant des sanctions finalement potentielles, susceptibles d'être imposées aux entreprises qui mettent en œuvre des pratiques anticoncurrentielles pourrait être d'autant plus dissuasif. Donc voilà pour les quelques éléments de réponse que je pouvais vous apporter. Je vais passer la parole à Isabelle. Merci. Alors la question finalement du retour pour les consommateurs de l'application du droit de la concurrence est fondamentale et
il y a des aspects délicats. Je crois qu'aujourd'hui, lorsque une pratique anticoncurrentielle a nui à une entreprise, l'entreprise a des recours effectifs très efficaces, notamment dans le cadre de la dernière modification qui est récemment intervenue, s'agissant d'une directive qui a fixé un cadre pour les actions indemnitaires fondées sur une atteinte au droit de la concurrence. Et cette directive ayant pour objet de faciliter ensuite, pour toutes les entreprises, et d'ailleurs pour les citoyens aussi, les actions pour avoir finalement récupéré les fonds correspondant à leurs dommages, puisque désormais, il n'est plus nécessaire de prouver devant le juge de l'indemnité la faute. Dès lors que l'autorité de concurrence a sanctionné, il suffit de prouver que la pratique a causé un dommage à soi-même. Alors, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'on voit une explosion en métropole des actions fondées par les entreprises dans ce nouveau cadre juridique, avec d'ailleurs un risque maintenant bien plus élevé pour les entreprises, puisque par exemple dans les très grosses affaires que la Commission européenne a sanctionnées récemment, un cartel des camions avec des sanctions de plusieurs milliards d'euros, eh bien aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines d'entreprises et d'avocats qui sont en train de constituer des dossiers pour faire des demandes indemnitaires qui vont être colossales auprès de tous les acteurs qui avaient participé à ce cartel. Alors là où c'est plus compliqué, et je partage votre insatisfaction, c'est le consommateur citoyen, voilà, qui a subi des effets, par exemple, de plusieurs surprix unitaires sur des mois ou des années, qui n'a pas gardé ses tickets. Et on voit bien que faire un dossier de demande indemnitaire dans ce cadre-là, c'est très compliqué. Il y a quelque chose d'un peu démesuré. Donc vous évoquez l'action de groupe comme un élément de réponse possible. Alors, je crois qu'il y a plusieurs réponses. Il y a d'abord le fait que lorsqu'on sanctionne le cartel, on constate en général que les prix baissent, et parfois de façon assez sensible, après que le cartel a été sanctionné. Alors j'ai en tête deux exemples de cartels qui concernaient la signalisation routière ou la restauration des monuments historiques en métropole, où on a constaté après la sanction du cartel des baisses de prix pratiquées de 20 à 25%. Donc quelque part, il y a un retour, un bénéfice, même si la victime n'a pas été devant les tribunaux. Il se trouve aussi que dans ce cas d'espèce, les collectivités ont obtenu en plus des indemnités devant la juridiction administrative du fait de ces pratiques. Alors, est-ce qu'il faut inventer des nouveaux outils? Moi, je crois qu'il y a des nouveaux outils intéressants. Je trouve notamment que l'autorité de concurrence allemande a une pratique intéressante, puisqu'elle peut, et elle l'a fait dans certaines décisions, demander à une entreprise qui a commis une pratique abusive d'avoir un retour vers le consommateur en baissant ses prix. C'est quelque chose que l'autorité allemande a pratiqué après des pratiques abusives dans le domaine de l'eau. L'entreprise s'est engagée à baisser les tarifs sur ces services publics, ces services de desserte en eau, afin finalement de compenser pour le consommateur sans qu'il soit obligé d'aller devant les tribunaux. Donc ça c'est une option possible. Moi, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse aussi peut-être à ce que l'autorité de concurrence elle-même envisage des dispositifs innovants. Alors certains professeurs de droit, comme Catherine Prieto, estiment qu'il faudrait que l'autorité puisse elle-même intégrer dans sa décision une forme de retour vers le consommateur. Donc je trouve que ça mérite vraiment d'y réfléchir. Il est certain que là où ça sera toujours compliqué, c'est sur des préjudices qui ont concerné plusieurs tickets de caisse sur des mois ou des années. Peut-être que la solution de s'engager à des baisses de prix, voilà, sans que ça aille forcément à celui qui a été victime à un instant T, ça peut être intéressant. En tout cas, moi, je crois qu'il faut qu'on continue d'y travailler, parce qu'effectivement, je crois que l'action de groupe, elle a été un élément politiquement important. L'avis des experts de la défense des consommateurs, notamment, c'est que c'est encore aujourd'hui trop compliqué de monter une action de groupe. Peut-être qu'il faut encore faciliter la façon de participer à une action de groupe sans mettre la barre de la preuve trop haut, parce que sinon, c'est vrai que c'est un élément qui conduit le consommateur à être pénalisé. Donc, mon bilan, c'est quand même plutôt qu'aujourd'hui, les pratiques anticoncurrentielles induisent des risques importants pour les entreprises et les PME. Il y a ce sujet du consommateur, consommateur lambda, si j'ose dire, qui n'a pas forcément les mêmes moyens, si ce n'est qu'il bénéficiera de la dissuasion et des sanctions. Et pour conclure sur, finalement, les systèmes de dommages et intérêts, alors, l'Europe a fait le choix, avec cette directive que je citais, de ne pas aller dans la logique américaine des treble damages, qui sont les dommages punitifs. Donc ça avait été un choix.
aussi pour une forme d'équilibre dans la régulation de l'économie européenne, avec l'idée que peut-être les dommages punitifs tels qu'ils sont pratiqués aux États-Unis vont trop loin, que parfois d'ailleurs des entreprises transigent, même si elles s'estiment pas coupables, parce qu'elles ont trop peur devant les tribunaux d'être condamnées à des dommages gigantesques et le risque finalement est extrêmement lourd pour eux. Donc je crois qu'on a aujourd'hui un système avec la preuve du dommage qui fonctionne bien dans la plupart des cas. Et on voit d'ailleurs que les entreprises maintenant prennent le risque concurrence encore plus au sérieux qu'hier du fait de cette directive et qu'elle commence à être mise en œuvre devant les tribunaux. Un certain nombre de choses se réglant d'ailleurs par transaction. Et alors pour terminer avec le sujet de la transaction que vous évoquiez, nous-mêmes nous sommes extrêmement attentifs lorsque nous réglons par transaction une procédure intentée pour pratique anticoncurrentielle, de rendre quand même des décisions extrêmement motivées, détaillées, qui vont permettre ensuite aux victimes d'aller devant les tribunaux. Donc même s'il y a transaction, pour nous, ça permet de raccourcir la procédure, ça permet à l'entreprise de diminuer un peu sa sanction. Pour autant, ça ne prive aucunement les victimes de leur droit d'agir ensuite sur le fondement de notre décision, et ça, c'est tout à fait essentiel. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je dois dire aussi que je suis ravie d'être présente pour cet anniversaire, puisque nous avons beaucoup œuvré après le président Lasserre pour que cette autorité puisse commencer à fonctionner. Et je me disais ce matin, en entendant les interventions, que le fait que l'autorité ait mis 10 années à pouvoir se créer effectivement, c'est pas forcément négatif, parce que je pense que quand ce temps de maturation est aussi utile pour que chacun prenne conscience des enjeux, et le temps ne sera sans doute pas perdu. C'est peut-être grâce à ça que l'autorité a pu démarrer aussi rapidement et aussi efficacement. Alors ce que je vais essayer de faire cet après-midi, c'est vous présenter un panorama de la pratique de l'autorité de la concurrence métropolitaine en Outre-mer sous ses différents angles. Tout d'abord, les textes applicables, parce que nous appliquons le droit commun français, mais aussi des dispositions spécifiques à l'Outre-mer. Donc c'est intéressant d'en dire quelques mots pour mettre ça en perspective avec le dispositif qui est en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Et puis ensuite, je détaillerai un peu par quelques exemples notre pratique, s'agissant de la répression des pratiques anticoncurrentielles, s'agissant de l'autorisation des concentrations, et puis s'agissant de notre pratique en matière d'avis. Alors, si on commence à parler tout d'abord des règles que nous appliquons. Alors, nous appliquons d'abord en Outre-mer le droit commun de la concurrence, mais il y a aussi des règles spécifiques. Alors, je crois qu'il y a un grand avantage au droit de la concurrence, que ce soit en France ou à l'étranger, notamment en Europe, c'est que les règles principales sont en nombre limité et ont une grande stabilité au cours du temps. Donc, en gros, la répression des abus de position dominante et la répression des ententes. Quand on regarde à l'échelle européenne, tous les pays pratiquent peu ou prou selon les mêmes règles, puisque nous appliquons le droit européen de la concurrence. Et la déclinaison de ces principes dans le droit national, elle est restée très stable, et ça reste le cœur du réacteur du droit que nous appliquons, même s'il y a d'autres dispositions qui sont parfois d'application moins fréquentes. Alors il y a cette constance qui est un élément important, parce que ça permet aussi de faire des comparaisons en permanence entre les décisions que nous prenons en France, celles qui sont prises par la Commission européenne, celles qui sont prises à l'étranger. Donc ça participe de quelque chose qui me semble très important, qui est cette communauté internationale de la concurrence qui permet de comparer, d'avoir des idées sur les actions qu'il faut mener en s'inspirant de ce que font d'autres autorités. Et ça permet aussi une adaptation aux nouveaux enjeux comme l'économie numérique, puisque finalement, comme la loi est très compacte et très concise, elle n'est pas rentrée dans trop de détails, et finalement, ça permet cette adaptation aux nouveaux enjeux. Donc, nous appliquons d'abord la répression des ententes et des abus de position dominante. Pour autant, au fil du temps, un certain nombre de dispositions ont été prises pour traiter des spécificités des économies ultramarines. Donc ça, vous les connaissez bien. Quelles sont ces spécificités? C'est des marchés de petite taille, donc peu de débouchés pour les entreprises qui veulent s'implanter localement. Il y a d'autres problèmes spécifiques qui sont communs aux Outre-mer, c'est le fait que le foncier commercial est assez rare, est assez cher, donc ça c'est un frein pour le développement de nouvelles entreprises. Et puis quelque chose qui est très structurant, qui est le coût de l'acheminement des produits, qui induit un certain nombre de difficultés pour le fonctionnement de l'économie. Après, il y a une autre grande constante qui est le fait que souvent il y a peu d'acteurs, donc des acteurs qui sont là depuis un certain temps. Et ça, c'est un élément important si on s'intéresse au processus concurrentiel.
Alors, quand on regarde ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, on voit qu'il y a eu une activité législative marquée pour l'outre-mer. Donc, il y a 2 grandes lois qui ont modifié le cadre applicable en métropole. C'est la loi de 2012, la loi Lurel, qui portait sur la régulation économique en outre-mer, et la loi sur l'égalité réelle, ou loi Barrette. Alors, quel était l'esprit de cette loi Lurel de 2012 qui a inséré dans le droit national un certain nombre de dispositifs ? Tout d'abord, il y avait l'idée qu'il fallait évoluer d'un système fondé sur un contrôle des prix de détail à une régulation plus dynamique qui portait sur les marchés amont, notamment tout ce qui concernait l'acheminement des produits, le stockage, la distribution. Le pari de cette loi, c'était d'agir sur ce fonctionnement en amont, tout ce qui détermine l'arrivée des produits sur le territoire, afin d'induire plus de dynamisme dans l'économie. Ensuite, l'idée était de prévoir des dispositifs de régulation. Donc on était un peu à la frontière du droit de la concurrence stricto sensu et de la régulation, puisqu'il résulte de cette loi que le gouvernement était autorisé à prendre par décret, après avis de l'autorité de la concurrence, des mesures de régulation des marchés de gros et d'approvisionnement. Alors, le champ de ces dispositions est très large, parce que ça peut concerner l'accès au marché, ça peut concerner la discrimination tarifaire, la loyauté des transactions, la marge des opérateurs et tout ce qui peut constituer des facilités essentielles. Alors, si cette loi a été adoptée en 2012, c'était pour répondre à des problèmes qui étaient perçus comme très criants, le problème du fret maritime, le problème de la logistique et le problème du stockage des carburants. On en a parlé un petit peu ce matin. Alors, l'autorité à l'époque avait estimé qu'elle était favorable à ce dispositif, dès lors que ça pouvait être un outil supplémentaire pour gérer ces phénomènes de goulet d'étranglement et essayer de résoudre les difficultés concurrentielles en agissant sur toute la chaîne, donc y compris la chaîne amont de l'approvisionnement des produits, plutôt que la fixation des prix de détail, dont on sait qu'en concurrence, ce n'est pas toujours le mécanisme le plus efficace. Alors parfois, ça a un effet immédiat, donc ce qui peut attirer sur le moment, mais ça peut avoir des effets nocifs à long terme en termes de stimulation de l'innovation. Alors ce dispositif, il a surtout servi comme épée de Damoclès pour dissuader un certain nombre de pratiques, puisque les acteurs économiques savent que le gouvernement peut intervenir pour réguler les prix s'il y a un certain nombre d'abus. Alors, il y a une autre disposition qui était importante dans cette loi, c'était l'interdiction des accords d'approvisionnement exclusifs. Donc ça, c'est un dispositif qui ensuite, j'en dirai un mot, ça a été appliqué vigoureusement, avec quand même une exception. Un accord d'approvisionnement exclusif peut être autorisé si des gains d'efficacité sont avérés. Donc ça, pour qu'on puisse légitimer un accord d'approvisionnement exclusif, il faut qu'on démontre que le consommateur y trouve un bénéfice supplémentaire. Alors, autre disposition importante de cette loi Lurel de 2012, c'est le pouvoir d'injonction structurelle dans le secteur du commerce de détail. Donc, ce dispositif existait déjà, mais la loi Lurel a voulu assouplir les conditions de sa mise en œuvre pour que ça puisse être un outil effectivement utilisé, avec bien sûr des conditions de nécessité et de proportionnalité. Alors, en pratique, ce dispositif n'a pas encore été appliqué, mais si on regarde la loi, cela pourrait permettre à l'autorité d'intervenir face à une entreprise en position dominante et dès lors qu'il résulte de son intervention sur le marché que les prix ou les marges sont trop élevés par rapport aux moyennes du secteur. Alors enfin, il y avait d'autres dispositions qui plus de détails sur la facilité plus grande de saisir l'autorité de la concurrence. Mais ce premier ensemble de dispositions quand même très conséquent était aussi complété d'un dispositif en matière de concentration avec un abaissement du seuil de notification des opérations. L'idée étant qu'il fallait permettre à l'autorité de pouvoir encore plus contrôler toutes les opérations de concentration pour s'adapter à la plus petite taille des économies ultramarines. Alors, la dernière modification législative importante, c'est la loi de 2017 sur l'égalité réelle, qui elle aussi est venue compléter le dispositif législatif en Outre-mer avec un mécanisme nouveau sur l'urbanisme commercial. Alors, à la différence de ce qui est le cas ici, nous n'intervenons pas pour les extensions de surface de magasins de la distribution, mais avec un nouveau dispositif, les collectivités peuvent nous saisir pour avis lorsqu'il y a un projet de création ou d'extension d'une surface commerciale. Alors,
Dans ce cadre, donc, le droit commun et les dispositions spécifiques à l'outre-mer, l'autorité métropolitaine a été très active au cours des 10 dernières années sur ces marchés d'outre-mer. Alors, tout d'abord, je vous donnerai quelques exemples s'agissant des décisions en matière de pratiques anticoncurrentielles. Donc, si on regarde les chiffres, en 10 ans, l'autorité a rendu 26 décisions d'antitrust sur l'outre-mer, ce qui est un nombre assez important si on compare ça à la taille de ces économies, dont 5 décisions qui portaient sur des pratiques d'importation exclusives. Donc ce dispositif de la loi Lurel a vite trouvé sa place et a été effectivement appliqué dans un certain nombre d'enquêtes. Et d'ailleurs, nous avons encore des enquêtes en cours sur ces dispositifs. Alors, une autre grande constante qu'on voit sur notre pratique, c'est qu'elle a porté sur tous les secteurs qui étaient vraiment au cœur des préoccupations des acteurs économiques et des consommateurs, notamment les télécoms, le transport maritime, la manutention portuaire, les carburants, la distribution alimentaire et les produits de grande consommation. Donc finalement, les secteurs dans lesquels nous sommes intervenus correspondaient aussi à ceux pour lesquels des préoccupations s'étaient manifestées. Par ailleurs, nous avons rendu 26 décisions de contrôle des concentrations. Et dernier élément, en activité consultative, donc, nous avons rendu 8 avis, ce qui est là aussi très conséquent par rapport à notre activité globale en matière d'avis, parce que régulièrement, le gouvernement, les ministères nous ont saisis de différents sujets. Alors, lorsqu'on regarde maintenant l'activité contentieuse, donc les sanctions pour pratiques anticoncurrentielles, j'ai ciblé quelques exemples qui me paraissaient pertinents d'intervention de l'autorité en matière de sanctions. Alors, il y a une affaire qui a été importante, c'est en 2009, une sanction que nous avons prononcée contre France Télécom et sa filiale Orange Caraïbes, qui concernait tout un ensemble de pratiques dans lequel cet opérateur, qui était en position dominante, avait voulu freiner le développement de la concurrence alors qu'un nouvel acteur économique, Bouygues Télécom, essayait de se développer. La sanction prononcée a été importante, c'était une sanction de 60 millions d'euros, alors qui ciblait tout un ensemble de pratiques, notamment une différenciation tarifaire, puisque la façon dont la société calculait ses tarifs défavorisait ses abonnés lorsqu'ils appelaient des clients qui étaient chez l'opérateur concurrent. Donc ça crée bien sûr un problème, parce que si on appelait quelqu'un qui était chez tel ou tel opérateur, ça allait coûter beaucoup plus cher au final dans le prix qui était payé par le consommateur. Donc ça, c'était une première décision forte. Et en 2009, l'autorité a dû ouvrir une autre procédure contre un autre opérateur télécom, cette fois c'était SFR à La Réunion, qui lui aussi avait mis en place le même type de différenciation tarifaire avec les opérateurs concurrents. Et en 2012, l'autorité à nouveau est intervenue pour sanctionner, cette fois c'était SFR à La Réunion, avec une sanction de 2 millions d'euros, qui était là aussi une sanction en cours de procédure, qui s'est traduite 2 ans plus tard, lorsque la procédure s'est terminée, par une sanction de 46 millions d'euros sur les pratiques qui avaient été mises en œuvre par SFR sur le marché de la téléphonie mobile. Donc, on voit que dans ces décisions, ce qu'on a ciblé, c'est à la fois la différenciation tarifaire qui visait à interdire l'arrivée de concurrents sur le marché, et aussi tout un ensemble de pratiques très, très pénalisantes, puisque notamment Orange avait mis en place des mesures d'exclusivité pour faire réparer son téléphone mobile ou pour se faire distribuer dans des magasins de distribution indépendants. Et donc, bien sûr, pour l'opérateur concurrent, ça rendait l'accès au marché extrêmement difficile. Les télécoms, vous l'avez vu, a été un secteur prioritaire, et c'est intéressant de noter que les prix des télécommunications ont fortement baissé après ces décisions, puisqu'on a eu au global des baisses de prix de l'ordre de 50%. Alors, c'est difficile d'attribuer cette baisse de prix à un élément, mais il est clair que le fait qu'il puisse y avoir une concurrence effective sur le marché des télécommunications a induit des baisses de prix extrêmement significatives. Alors, un autre secteur qui a été fortement au cœur des priorités de l'autorité, c'est la grande distribution. Alors d'abord, dans le grand avis que l'autorité a rendu en 2009, où elle a fait un panorama de toutes les problématiques de l'importation et de la distribution des produits de grande consommation, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui expliquait les surprix qu'on constatait en Outre-mer. Alors avec des causes qui ont été identifiées, la concentration dans le commerce de détail, et aussi le rôle particulier des grossistes importateurs qui, dans le cas d'espèces, pouvaient avoir un effet supplémentaire sur les hausses de prix. Alors, dans le secteur de la distribution, il y a eu aussi une décision importante d'un abus de position dominante. C'est une décision de 2014 qui portait sur les yaourts.
Donc là aussi, les yaourts ont été au cœur de l'actualité. Cette fois, c'était en Martinique, puisque l'opérateur dominant des yaourts avait tenté de jeter le discrédit sur un concurrent qui rencontrait un grand succès chez les consommateurs, qui était un yaourt qui s'appelle Malo, si vous connaissez. Et l'opérateur dominant avait essayé de dire que ces yaourts Malo pouvaient être mauvais pour la santé parce qu'ils étaient moins bons que les produits locaux. Donc là, l'autorité est intervenue avec une sanction de 1,6 million d'euros pour dénigrement, qui est une catégorie d'abus de position dominante. Alors un autre exemple dans le secteur, cette fois alimentaire, c'est une décision toute récente que nous avons prise en 2018 qui portait sur la viande en Martinique. Puisque en Martinique, pour pouvoir bénéficier d'aides européennes, il faut être membre d'une association. Et il se trouve que pour rejoindre cette association, les critères n'étaient pas très clairs, que certains fabricants de viande n'arrivaient pas à accéder à cette association et donc ne pouvaient pas accéder aux aides européennes. Alors cette décision que nous avons prise était assez intéressante puisque nous sommes intervenus très vite par une procédure d'engagement pour que ces critères soient clarifiés, mais aussi pour modifier le système qui était mis en œuvre pour qu'il n'y ait plus de conditionnalité pour l'accès aux aides européennes et donc finalement pour essayer d'améliorer à cette occasion le fonctionnement du marché. Alors les importations exclusives, ça a été aussi une priorité de notre intervention. Nous avons sanctionné plusieurs entreprises qui avaient maintenu des accords d'importation exclusive après l'entrée en vigueur de la loi Lurel. Donc en 2017, une sanction contre la société Materne qui fabrique les compotes et son grossiste importateur et qui avait maintenu des importations d'exclusivité. L'entreprise n'a pas contesté et a bénéficié d'une transaction. Puis en 2018, donc l'année dernière, dans un secteur très important à La Réunion, aux Antilles et en Guyane, qui sont les pièges à termites, puisque compte tenu de l'habitat, il faut protéger les bâtiments en bois contre les termites. Et là encore, la société Dow AgroScience avait maintenu des contrats d'importation exclusifs après l'entrée en vigueur de la loi Lurel. Enfin, une décision qui concerne Wallis et Futuna, que nous avons pris en octobre 2018, une sanction de 250 000 euros, 30 millions de francs pacifiques, contre Général Import et sa maison mère, qui là encore avaient maintenu des accords d'importation exclusive pour tous les produits de grande consommation à Wallis et Futuna. Donc là aussi, l'instruction n'a pas été extrêmement facile parce que Wallis et Futuna, pour nous, c'est pas forcément facile de mener une instruction à distance, mais nous l'avons fait. Et c'était la première décision concernant ce territoire. Donc vous voyez qu'en pratique anticoncurrentielle, on a une pratique assez diversifiée. Alors sur le contrôle des concentrations, nous voyons un certain nombre de dossiers. Les dossiers qui sont souvent les plus délicats sont ceux qui concernent la grande distribution, puisque bien sûr le sujet des hausses de prix dans les produits de grande consommation est très sensible. Et il n'y a pas un grand nombre d'acteurs. Donc lorsqu'il y a des fusions ou des rachats de supermarchés, souvent ce sont un peu les mêmes acteurs que l'on trouve en présence. Alors, dans une décision toute récente, nous avons eu à traiter cette difficulté du nombre limité d'acteurs, puisqu'il s'agissait de GBH, qui est également présent en Nouvelle-Calédonie, je crois, qui avait racheté un hypermarché en Martinique et qui lui conduisait à avoir une part de marché extrêmement importante. Donc, normalement, pour ce type d'opération, nous devrions refuser si on était notamment en métropole. Alors, compte tenu du peu d'alternatives qu'il y avait à cette situation, puisque le supermarché racheté était par ailleurs en mauvaise santé financière, nous avons accepté des remèdes un peu innovants, puisqu'il était difficile de trouver une enseigne concurrente qui pourrait reprendre ce supermarché. Et donc, à l'occasion de l'instruction de cette affaire, une nouvelle enseigne a été en quelque sorte ressuscitée, puisque c'est une enseigne qui n'était plus utilisée en métropole ou en outre-mer. Et nous avons mis en place tout un ensemble de mesures pour que cette nouvelle enseigne puisse animer la concurrence. Donc, finalement, le supermarché sera sous cette nouvelle enseigne, ce qui permettra aux consommateurs d'avoir un choix, avec bien sûr des engagements aussi sur la diversité des produits et l'indépendance de cette enseigne par rapport aux autres enseignes du groupe GBH. Il y avait un autre élément important dans cette décision, c'était le lien entre les activités de grossistes importateurs de GBH et ses activités de distribution au détail. Parce que nous avons considéré qu'il pouvait y avoir un problème dans l'équité du grossiste importateur qui est dans son rôle d'importation des produits et dans son rôle de distribution. Donc le groupe GBH a dû prendre des engagements pour assurer que la concurrence puisse être réelle sur tous les échelons de la chaîne de distribution.
Alors j'en viens maintenant à notre action en matière d'avis au gouvernement ou aux autres institutions qui nous saisissent. Alors le rôle de l'autorité en matière d'avis, c'est vraiment le plus ancien pour l'autorité, puisque l'autorité a d'abord été créée comme une commission consultative dans les années 50, et ça reste une faculté d'intervention très utile pour nous, pour intervenir par exemple sur les structures de marché ou proposer des réformes lorsque nous voyons que des réformes sont utiles. Alors, il reste dans nos avis un grand avis de 2009 que j'ai cité qui portait sur les produits de grande consommation. Mais nous avons été là encore saisis régulièrement sur les problématiques de carburant, avec 3 avis rendus en 2009 et en 2010. Donc régulièrement des sujets dans lesquels nous avons analysé tous les facteurs de renchérissement des prix. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le coût d'acheminement, la rareté du foncier, mais aussi en ayant une analyse géographique assez fine des goulets d'étranglement, par exemple le sujet des ports et du peu de transport maritime qui peuvent faire baisser les prix, puisque souvent il y a une compagnie qui dessert tel ou tel port. Alors, le sujet reste d'actualité, puisque nous sommes actuellement en train de réaliser un nouvel avis pour le gouvernement sur la problématique d'outre-mer. Alors, ce que nous allons essayer de faire dans cet avis, c'est d'abord expertiser ces dispositifs, loi Lurel et loi Baretz, pour voir s'ils ont fonctionné, notamment un dispositif qui avait eu beaucoup de reconnaissance qui s'appelait le bouclier qualité-prix, dans lequel il y avait des accords locaux entre les préfectures et la grande distribution pour faire des paniers qui devaient être inférieurs à un certain prix. Donc, est-ce que ce dispositif a réussi à maîtriser les prix? Nous sommes en train d'expertiser ce point. Et puis, pour essayer de trouver des réponses structurelles aux surcoûts que j'évoquais. Alors, les sujets qui restent compliqués, je dirais que c'est celui du transport maritime. Donc, il y a des solutions possibles. Par exemple, je pense aux Antilles avec CMA-CGM, qui est l'un des transporteurs qui arrive aux Antilles. Nous avons mis en place des dispositifs d'engagement dans lesquels CMA-CGM doit réserver des capacités sur ses bateaux pour d'autres transporteurs, puisqu'effectivement, c'est difficile de rentabiliser des lignes de transport sur ces petits territoires. Donc, nous essayons de trouver des voies un peu innovantes pour qu'une concurrence puisse exister, quand bien même il est difficile de créer ex nihilo une ligne de transport. Donc ça va être l'un des sujets à l'ordre du jour. Par ailleurs, dans cet avis que nous allons rendre d'ici l'été, nous allons signaler des points où peut-être il y a des pratiques abusives qui pourraient justifier une intervention de notre part, puisque, notamment sur le sujet des ports que j'évoquais à l'instant, nous pensons qu'il faut agir sur plusieurs points pour faire baisser les prix, car nous avons fait une analyse un peu détaillée finalement pour voir qu'est-ce qui explique ces surprix qu'on constate en Outre-mer. Et on constate que beaucoup se passe dans la phase amont, donc l'arrivée des produits sur le territoire. Et nous allons essayer d'avoir des informations plus précises pour pouvoir décliner finalement à chaque stade de la distribution et de la fabrication du produit où naissent les surcoûts et comment est-ce qu'on peut les expliquer. Donc, pour conclure, comme vous le voyez, l'outre-mer prend une grande part dans l'action de notre autorité. Je crois que le contexte de l'année 2018 a bien montré pourquoi c'est tellement important pour nous, puisque dans le contexte de la crise des Gilets jaunes, qui a été une crise très politique et sociale très forte à la fin de l'année dernière, le gouvernement a souhaité nommer un délégué à la concurrence outre-mer. Donc c'est une nouvelle personne qui s'ajoute à l'action de notre autorité et avec laquelle nous intervenons et nous coopérons. Il y a des fortes attentes sur l'avis que j'indiquais, voilà, de donner des pistes de solutions. Donc, nous allons travailler, par exemple, à voir comment améliorer le dispositif du bouclier qualité-prix pour qu'il produise une vraie alternative pour les consommateurs en termes de produits moins chers, notamment les produits alimentaires. Et enfin, pour essayer de favoriser tous les espaces d'innovation, de concurrence et de mobilité, puisque je crois vraiment, comme ça a été dit ce matin, qu'en appliquant cette politique de concurrence, nous essayons d'obtenir un bénéfice économique pour le consommateur, mais aussi un bénéfice social, c'est-à-dire que le consommateur ait l'impression qu'il a toujours quand même une possibilité de choix et qu'il ne se fait pas juste imposer des produits ou des prix sans avoir de capacité d'agir. Je vous remercie.